Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Panel Hebdo, votre magazine d'information sur Global Africa, Télé Sud. Merci de votre fidélité à tous les programmes de cette chaîne. Panel Hebdo, comme vous le savez, c'est l'actualité revue et revisitée, parfois bousculée par les chroniqueurs invités à nous livrer leurs commentaires, analyses, décryptages et aussi leurs humeurs, parfois leurs humeurs sur les grands faits de l'actualité en Afrique et à travers le monde. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Alfred Chango-Lokoro, maître de conférence à la Sorbonne, chroniqueur récurrent, si j'ose dire, de cette émission. Bonsoir. Bonsoir Alfred, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où on nous regarde bien entendu, il faut tenir compte des décalages horaires. Gratien Rokindekiza est avec nous, bonjour Gratien, bonsoir. Bonsoir Francis. Merci d'être là, analyste politique. Maître Jean-Paul Benoît est avec nous, Maître Jean-Paul Benoît, bonjour, bonsoir. Bonsoir à tous. Avocat, député européen honoraire, ancien haut fonctionnaire, vous n'étiez pas avec nous la semaine dernière, vous revenez là de Pologne, c'est ça, pour un voyage hautement intéressant. Effectivement, une délégation d'anciens parlementaires européens, de parlementaires en exercice, a fait une mission d'études en Pologne. Et c'était des visites qui ont lieu dans les pays qui président l'Union européenne. Actuellement, c'est la Pologne qui préside l'Union européenne. Ça va être le Danemark, et nous irons au Danemark au mois de septembre ou au mois d'octobre. Donc, ce sont des missions extrêmement intéressantes qui permettent de faire un bilan des actes de la présidence et de ses projets. Et dans la situation actuelle, c'était très intéressant. La Pologne, avec sa frontière avec la Russie, l'effort militaire massif que fait la Pologne et les distances qu'elle doit prendre, forcées par M. Trump, avec les États-Unis, nous permettaient d'avoir des sujets de réflexion, de discussion importante, éclairante avec les autorités polonaises. Vous l'avez dit, compte tenu de la situation actuelle, quel était le climat général de cette réunion? Quelle était l'ambiance, je dirais, bon, peut-être pas franchement non plus, non, je dirais. L'ambiance, oui. Je vais commencer par... Détendue? Était studieuse, et elle n'était pas réellement détendue. Ben oui, on l'imagine. Puisque c'est, comme je viens de dire, c'est un moment... très, très important pour l'Union européenne, compte tenu des positions de Trump. Que va faire la Russie? M. Poutine n'a pas bougé d'un iota depuis que M. Trump est au pouvoir, et Trump devait régler le problème en 24 heures. Donc l'Union européenne, en tout cas, prend des décisions. Le problème, c'est de savoir dans quel délai elles vont être appliquées. C'est toujours un peu la faiblesse de l'Union européenne qui acte des prises de position, et après, dans la mise en œuvre, c'est compliqué, et les pays sont divisés. Par exemple, je prends un exemple, la Pologne est tout à fait hostile d'envoyer, pour garantir le cessez-le-feu s'il a lieu, des soldats polonais sur le sol russe, alors que la France, la Grande-Bretagne et d'autres pays veulent le faire. Donc, Ukrainien. Ukraine, c'est ce que je me suis trompé, excusez-moi, en Ukraine. Donc, tous ces sujets étaient sur la table, et j'ai senti que tous les dirigeants polonais ne disaient pas la même chose avec la même intensité. Certains étaient quand même toujours plus fascinés par je mets dépendance entre guillemets, la dépendance à l'égard des États-Unis. Et j'ai fait remarquer à un moment donné que la Pologne avait été un élève studieux et obéissant des États-Unis pendant très longtemps. Vous l'avez fait remarquer. On parle librement. Ça n'a pas dû faire rire tout le monde. Le problème n'est pas de faire rire. Moi, je pouvais rire intérieurement. Non, le propre de ces délégations, c'est qu'on est très libre et que on n'est pas soumis à quelque pouvoir hiérarchique que ce soit. Après, les autorités qui exercent le pouvoir nous répondent ce qu'elles veulent, sans rire, en riant, en grimaçant, voilà, et à toutes les nuances de la physionomie qui peuvent apparaître. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver avec nous ici, autour de ce plateau. 3 sujets dans cette émission, dans cette édition de Panel Hebdo. Nous ferons le point sur le conflit en République démocratique du Congo, à l'est du Congo, à l'heure de la médiation du Qatar, une médiation qui se veut discrète et prudente, sans annonce tapageuse et sans que l'on sache vraiment les termes des négociations proposées aux acteurs du conflit. Que faut-il attendre de la méthode et de l'énigmatique diplomatie qatari? Nous en parlerons dans cette émission. Et autre sujet dans cette édition, la polémique judiciaire déclenchée en France après la condamnation de Marine Le Pen et plusieurs membres du Rassemblement national. Faut-il s'inquiéter du procès fait
à la justice et aux juges, et à qui une certaine opinion reproche d'avoir simplement dit le droit. Nous en parlerons également. Enfin, la Guinée-Conakry, où le chef de la junte, le général Mamadi Doumbouya, a accordé la grâce présidentielle cette semaine à l'ancien président Dadis Camara, condamné à 20 ans d'emprisonnement pour crime contre l'humanité, pour sa responsabilité dans le massacre du 28 septembre 2009. C'était dans le grand stade de Conakry. Une mesure contestée par une partie de l'opinion, une mesure considérée par la Fédération internationale des droits humains, je cite, comme un affront à la justice et à la mémoire des victimes du massacre du 28 septembre 2009. Nous en parlerons aussi dans cette émission. Voilà donc pour le sommaire. On commence tout de suite avec le conflit à l'est de la RDC et la médiation du Qatar. Une médiation donc sans témoin, une médiation que le Qatar souhaite à la fois discrète et silencieuse après avoir réussi à réunir les meilleurs ennemis. Félix Tshisekedi de la RDC et le Rwandais Paul Kagame. Le Qatar devrait parvenir à organiser un dialogue entre Kinshasa d'un côté et une délégation du groupe armé AFC M23 qui continue de semer la violence à l'est de la RDC. Alors, Gratien, est-ce que le Qatar est en train d'inventer une nouvelle méthode de gestion des conflits ? Je dirais que le Qatar n'invente pas la méthode parce que cette méthode est connue. Il y a plusieurs pays qui ont négocié de cette façon, mais pas au Qatar, surtout à Rome avec San Egidio. On peut parler de Mozambique et d'autres pays. Les négociations étaient très secrètes à tel point que certaines négociations pouvaient arriver à des résultats sans que vraiment on sache qu'ils sont en train de négocier. Plus on garde le secret sur les négociations, plus les négociations avancent. Parce que si on fait beaucoup de publicité pour des négociations, il y a toujours des interférences des uns des autres qui empêchent les négociateurs d'avancer. Et pour le Qatar, la discrétion, pour moi, c'est une très bonne chose, et surtout que le Qatar s'entend avec le RD Congo et le Rwanda. Est-ce que le Qatar est en train de réussir, Alfred, ce que n'ont pas pu réussir les instances régionales ou des pays comme l'Angola qui ont tenté aussi des médiations dans ce conflit ? Je pense que le Qatar court-circuite, au fond, tout le système de négociation des Nations Unies, de l'Union africaine, de la région de l'Est de l'Afrique ou de la SADC. Qui avait mis en place, et si on énumérait ici toutes les délégations, les missions qui ont été créées justement par ces structures-là pour régler ce conflit, on n'en reviendrait pas. Le Qatar, les court-circuits. De quels arguments dispose le Qatar Alors, vous le savez ou pas non, parce que vous étiez sous la table. N'est-ce pas, on va y arriver, Francis. Mais le Qatar joue là, mais ce n'est pas la première fois que le Qatar fait cela. Gratien a rappelé qu'il y a de bonnes relations entre le Rwanda et la RD Congo et puis le Qatar. Bien. Ce que l'émir du Qatar a observé simplement, c'est qu'il y a eu trop de tapage, trop de bruit autour de ce conflit et que finalement tout a échoué. Et donc il a essayé de le faire discrètement. D'où la rencontre Kagame-Tshisekedi au mois de février tout récemment. Et puis maintenant, les délégations qui se sont retrouvées pour discuter des préliminaires des négociations. De toute façon, il y a une date qui est prévue, le 9 avril prochain, des nouvelles négociations. Et cette fois-ci, le Qatar accepte de le faire officiellement. D'accord. Officiellement. Donc, des délégations vont se retrouver une fois de plus. Délégation Kinshasa. Kinshasa, oui, et le AFC M23, voilà. Sans le Rwanda officiellement. Je pense qu'ils sont déjà là-bas. Sans le Rwanda. Non, mais ils étaient partis ça, depuis un moment pour les discussions qui ont eu lieu cette semaine, la semaine dernière, et qui ont fixé justement, voilà. Donc le Qatar joue sa partition aussi. D'accord. Je dois rappeler aussi que ce que le Qatar fait est aussi en lien avec ce que son grand voisin est en train de faire avec
les États-Unis, le conflit ukraino-russe. L'Arabie Saoudite. Exactement. Et donc, ça permet au Qatar, en souterrain, de commencer une négociation. Et puis, puisque maintenant tous les protagonistes sont d'accord de se parler, eh bien, de sortir de l'ombre pour dire, bon, ben voilà, nous allons travailler ouvertement, puisque les termes des discussions sont sur la table. Mais Jean-Paul Benoît, est-ce que le Qatar, tout comme son voisin, l'Arabie Saoudite, est-ce que le Qatar devient un grand acteur de la diplomatie internationale? Oui, c'est un acteur, grand, j'en sais rien, c'est un acteur de la diplomatie internationale, comme l'Arabie Saoudite, notre ami l'a rappelé. La diplomatie, il y a deux sortes de diplomatie. C'est Talleyrand le disait mieux que moi, il l'avait mieux pratiqué que je ne le ferai jamais. Il disait il y a la diplomatie du spectacle, c'est celle que pratique M. Trump. C'est une diplomatie qui se transforme en meeting politique. Et on voit que les résultats de la diplomatie de M. Trump dans le conflit ukrainien ne sont pas décisifs. Donc, à un moment donné, quand il s'agit de résoudre une crise grave entre deux pays, le Rwanda et le Congo, il vaut mieux être dans la modestie, dans la réserve, et essayer de régler les problèmes face à face, sans prendre à témoin l'ensemble des acteurs internationaux. Vous avez cité Sant'Egidio. Moi, j'ai eu à travailler avec Sant'Egidio quand j'étais au ministère de la Coopération. Voilà, c'était une diplomatie d'influence, d'apaisement et discrète. Donc, je suis davantage pour la diplomatie discrète que pour la diplomatie de l'esbrouf. Cela dit, on n'a pas encore vu les résultats, le début des résultats de cette médiation qatari. Il faut rappeler que le 18 mars dernier, les deux dirigeants rwandais et congolais s'étaient rencontrés à Doha à l'initiative de l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani. Et à l'issue de cette rencontre, les deux dirigeants, congolais et rwandais, avaient appelé un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Mais alors, pourtant, le M23 continue son offensive dans l'est de la RDC. On a le sentiment finalement que voilà, on se demande à quoi a servi finalement cette rencontre et surtout cet appel à un cessez-le-feu, puisque les affrontements continuent. Bon, l'appel pour un cessez-le-feu, c'est toujours ça. On le dit toujours avant pour chaque négociation. Ah, mais c'était quand même une déclaration très solennelle à l'issue de leur rencontre. Mais c'était une négociation quand même qui était. Sauf qu'il manquait un des belligérants, le M23, qui ne participait pas. Ah. Et en plus, au niveau de l'avancée, quand on regarde... Non, attendez. Quand vous dites qu'il manquait un belligérant, à qui donc adressait-on cet appel à un cessez-le-feu? Bon, ça s'adressait aux gens qui étaient sur le terrain. Oui, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que d'un côté, Tshisekedi s'adressait à son armée, et de l'autre côté, Paul Kagame s'adressait au M23. Oui, il n'ose pas dire le Rwanda. N'est-ce pas? Non, c'est pas le Rwanda, c'est pas le Rwanda. D'autant plus que maintenant, il y a des négociations. Il y a le M23 maintenant qui est en négociation. En quelle qualité le Rwanda pouvait demander un cessez-le-feu alors? Non, parce qu'on sait bien que souvent, il y a des gens qui ont demandé au président Kagame d'intervenir auprès de M23, notamment pour les... On veut dire que Kagame est un facilitateur aussi, alors il n'est pas acteur partie prenante. Il est acteur parce qu'il a un conflit déjà avec le Rwanda. Vous savez, il y a le Rwanda, il y avait le... Grâce à des pudeurs de défenseurs de Kagame, il n'ose pas dire les choses. Les choses sont très simples. Il y avait le processus de Luanda, il y avait aussi Nairobi. Et donc il y avait des choses. Là, on pose une question. Il y a quand même des logiques. Exactement. Question très claire, Gratien. Pour le moment. Ils étaient tous les deux face à face devant l'émir du Qatar. Et il était très clair, et toi et moi nous le savons, que le M23 a été appuyé par les RDF pour occuper Goma. Et c'est pourquoi justement Kagame était là, dans l'idée que toi, tu le sais. Les deux, tout à fait. Tu as les preuves? Tout à fait. Il y a des preuves, 1000 preuves. Pas de preuves. Il y a 1000 preuves de la présence. Tu n'as pas de preuves. Il y a 1000 preuves. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Et donc, ça s'adressait effectivement à Kagame en tant que représentant du M23 au Qatar à ce moment-là. Exactement, patron ou parrain justement du M23. Vous assumez le terme parrain? J'assume totalement. Et c'est pourquoi Kagame a signé le communiqué final diffusé par le ministre des Affaires étrangères du Qatar, comme quoi les deux appelaient à la cessation des hostilités sur le terrain. Oui, mais il y a un cessez-le-feu. On parlait, d'un cessez-le-feu, mais en même temps,
Pourquoi, par exemple, la Belgique envoie 400 militaires à Kinshasa. Qu'est-ce que la Belgique vient faire là-dedans? Du moment où on parle de Je ne vois pas le rapport là. N'est-ce pas? Du moment où il y a un cessez-le-feu. Il n'y a qu'un acteur, partie prenante d'un conflit, qui peut appeler un cessez-le-feu et adosser une telle en même résolution. temps, de l'autre côté... C'était une résolution commune. Oui, c'est une résolution, mais la résolution peut être, disons, obstruée par En quelle d'autres qualité acteurs. Kagame demandait un cessez-le-feu alors? En quelle qualité il demandait? Bon, c'est normal qu'il demande un cessez-le-feu. C'est normal. Francis, Mais est-ce que je peux vous faire une suggestion? S'il vous plaît. J'aimerais que vous invitiez un Qatari pour qu'il dialogue avec nos deux Ah oui, amis. c'est ça. On va y penser, oui. Excellente suggestion. Oui. Gratien. oui. Allez-y. Mais moi, ce que je veux dire, Moi, c'est... ma question était très simple. Oui, que l'appel au cessez-le-feu n'a pas été suivi des faits. Voilà. Ça viendra. Et alors, Quel est votre regard, je dirais, sur la situation après cette rencontre entre Kagame et Tshisekedi à Doha, le 18 mars dernier? Bon, À quoi aura servi cette rencontre? il y a eu beaucoup d'appels au cessez-le-feu. Et on sait bien qu'il n'y a pas eu beaucoup de combats après. Mais en réalité, vers Walikale, je pense qu'il y a eu un problème à Walikale. Par exemple, les militaires, les RDF. Non, je parlais de M23. M23 s'était retiré du centre La de langue a Walikale. semblé fourcher, Ce mais qu'on avait c'était dit, ce qu'ils avaient exactement ça. demandé, le cessez-le-feu et va aussi pas le retrait résoudre le problème ce des, soir. N'est-ce pas? des combattants du M23 du centre de Walikale. Mais ce que je dis, justement, c'est qu'il y a eu d'autres acteurs, éventuellement, qui pouvaient changer la donne. Et aussi, il y avait des attaques de... Non, de c'est l'armée. qu'il faut Vous dire. êtes un peu enfermé, me semble-t-il, dans un certain logiciel. Alors, Voilà, je vais me oui, tourner oui. vers Pas du vous, tout. Alfred, Exactement. Alfred pour aussi. poser une question technique. Comment peut-on décider d'un cessez-le-feu quand il n'existe aucun mécanisme sur place pour le contrôler ou le vérifier? Exactement, c'est tout le problème justement de tous ces appels au cessez-le-feu qui fait effectivement que on s'en remet à la bonne volonté des acteurs sur le terrain. C'est vrai Et, dans toutes les voilà. situations Et ce qui fait de cette nature. La justement, bonne volonté de... des deux protagonistes sur le terrain. Oui. Et c'est pourquoi tous ces appels ont échoué parce qu'on n'a pas mis en place le dispositif pour permettre de surveiller réellement l'application de l'appel au cessez-le-feu. Oui. Et c'est ça qui fait effectivement aussi problème par rapport à l'Union africaine et à la commission qui a été mise en place, des 5 chefs d'État, etc., pour entamer ces négociations et la mise en place justement du dispositif de suivi du cessez-le-feu. C'est-à-dire qu'entre le moment où les résolutions sont prises et leur application, c'est-à-dire la mise en place, il se passe un temps tel que, finalement, les protagonistes sur le terrain, eh bien, tant qu'il n'y a rien qui les empêche de continuer. Alors, mais on peut dire aujourd'hui qu'on est dans une situation de ni paix ni guerre, ni cessez-le-feu, ni guerre, puisque... Enfin, ni paix ni guerre, mais en tout cas... En réalité, c'est escarmouche mais Goma est à Walikale. occupé. Oui, ça reste occupé. Non, Oui. non, ça c'est... La ville de Goma est Mais occupée. Oui, oui, Goma, Bukavu, c'est Sur le ça. front, il y a une certaine stabilité. Voilà, c'est-à-dire Oui, c'est-à-dire qu'il y a que une- figement, C'est figé. les lignes sont Presque figées. Le conflit est figé. Oui, à part Voilà. certaines attaques, notamment des gens qui Avec sont pas une partie contrôlés du par le territoire, pouvoir, donc des occupée par Ouazalendo, le des miliciens. Oui. avec une Non, pas partie, seulement, partie même du le territoire. M23, par exemple, Oui. qui a attaqué Walikale, alors que justement les négociations étaient en Ils- cours. ils étaient et déjà à que, Walikale. Voilà, non, ils n'y étaient pas. Ils n'y étaient pas. Allez-y. Voilà. Et que donc, Ça devient justement, compliqué. au fond, c'est apparu même aux yeux de Kagame comme une sorte de transgression justement de cet appel qui était fait au Qatar de dire on fige la situation, cessez le feu, en attendant que la deuxième phase qui est en cours justement au Qatar se mette en place. Qu'est-ce qu'il faut attendre justement de cette rencontre entre la délégation de Kinshasa et celle du M23 à Doha? De quoi peuvent-ils parler? Quels peuvent être les termes de cette, des négociations? S'il y a négociation, est-ce qu'on peut imaginer un retrait pur et simple du M23 par exemple des territoires occupés? Non, il ne peut pas y avoir de retrait des territoires Ah bon occupés. Non, il n'y aura pas de retrait. Ah bon. J'en suis convaincu. Mais ils vont parler, le temps, les négociations, ça sert. Chacun, il va dire, notamment le M23, va exposer en disant, moi, voilà ce que je veux, ça et ça et ça. Mais que veut le M23 finalement? C'est prendre une partie de la RDC, occuper le territoire indéfiniment? Je ne suis pas dans les secrets des dieux. Non, mais en vous réalité, qui connaissez bien la situation, qui observez attentivement, mais dans tous les cas, quelles peuvent être finalement les finalités de ce conflit, quoi?
Mais comment le conflit est exposé? Que veut le M23? Que veut l'AFC? Que veut Paul Kagame? On sait ce que veut Tshisekedi, c'est que son territoire soit libéré. On dit AFC M23. Oui. D'accord. C'est une seule entité. C'est une seule entité. Mais après, il y a ce qui a été dit. Ce qui a été dit d'ailleurs bien avant. Ce qui a été négocié. Parce qu'avec Kabila, ils avaient négocié certaines choses. Mais par rapport à ce qui a été négocié, à mon avis, compte tenu du terrain, ils vont avoir d'autres revendications. Je vous pose la question autrement. Qu'attendez-vous de cette rencontre entre la délégation de Kinshasa et celle de l'AFC M23 à Doha? Quelle pourrait être, selon vous, l'issue de ces négociations? Et comment voyez-vous ce conflit évoluer au cours des prochaines semaines? Oui, moi ce que j'attends, c'est d'abord un cessez-le-feu, que ce soit stabilisé et figé pour le moment. Figé? Oui. D'accord. Oui, bien sûr, un cessez-le-feu, c'est ça. Un cessez-le-feu, ça veut dire chacun reste sur ses positions. Deuxième chose, il faut qu'il y ait une certaine clarté par rapport aux revendications et aux réponses de l'autre partie du pouvoir. Il y a des revendications. Tu connais les revendications du M23? Quelles sont les revendications du M23? Dans tous les cas, on connaît certaines revendications. Oui. Il y a notamment le retour des réfugiés. Il y a 300 000... Il y a 300... Bien sûr, il n'y a personne qui a interdit à ces 300 000... Si 300 000 il y a, de revenir à RD Congo. Tu penses qu'on peut faire revenir les réfugiés comme ça? On n'a jamais vu... Allez, juste un petit exemple pour te contredire. Lorsque le RDF M23 ont pris Goma, semble-t-il, ils auraient capturé des FDLR. Quand ils les ont remis à Kigali, ils sont passés par les Nations Unies? Mais ça c'est autre chose. Les FDLR qui ont été capturés étaient en tenue militaire congolaise. Ils ont été. Donc, mais alors, et pourquoi est-ce qu'on ne les a pas remis justement aux Nations Unies pour que les Nations Unies les remettent au Rwanda? Je continue. Tu n'en sortiras pas. Alfred, je continue. Gracien, tu n'en sortiras pas. Il y a la question qui a été posée. Tu n'en sortiras pas. Il n'y a pas 300 000 Congolais au Rwanda comme réfugiés. Et personne ne leur a interdit de rentrer au Congo. On ne rentre pas comme ça, les réfugiés. Bon, il y a deuxième chose, ce qu'ils vont demander, c'est notamment la sécurité au niveau du Kivu, la sécurité de la population qui est à cet endroit. Oui, bien sûr, ils vont demander des mécanismes de sécurité pour ces gens. Et éventuellement, il va y avoir aussi, je pense qu'il va y avoir une négociation sur le statut de la région. Est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement, avant de passer à un autre sujet, le statut de la région, c'est quoi? Si je peux poser une question. Qu'est-ce qui rend, pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas au fait de la situation autant que vous, ou autant qu'Alfred, qu'est-ce qui rend ces revendications dont vous parlez légitimes aux yeux des populations? Parce que les populations ont leurs terres qui sont occupées. Non, mais je parle des Congolais, par exemple. Parce que ça se passe sur le sol congolais. Qu'est-ce qui rend légitime les revendications, celles que vous évoquez en tout cas, du M23 sur le sol congolais? Mais c'est que vous me demandez de... Je veux pas légitimer. Selon vous? Moi, je ne vais pas légitimer les revendications. Mais je parle de revendications telles que ça se présente. Est-ce que vous la considérez comme légitime ou pas? Pour moi, je le considère comme légitime. Le retour des réfugiés, et la sécurité des gens qui sont dans le Kivu. En fait, Gracien est en train de s'embrouiller dans le narratif de Kagame et il n'arrive pas à s'en sortir. Alors, déjà, dans les préalables des négociations... Ça, c'est un procès d'intention. Non, c'est tout à fait la vérité. Ce ne sont pas des revendications de Kagame déjà. C'est le M23. Au Qatar, les discussions préalables qui ont eu lieu cette semaine visaient justement à fixer le cadre futur des discussions. La RD Congo a mis sur la table les revendications que l'on connaît, c'est-à-dire le désarmement du M23, le retrait des terres occupées. Il n'y aura pas d'intégration systématique dans l'armée, leur désarmement et puis retour à la vie civile pour ceux ou celles qui le voudraient. Mais il s'agit des négociations. Ce sont les préalables qui sont posés sur la table. Le M23 dit ceci, des garanties. Quelles sont les garanties de sécurité? Ils disent qu'ils ne vont pas quitter Goma ou Bukavu s'il n'y a pas de garantie de sécurité pour leurs dirigeants, qui ne soient pas poursuivis, qui ne soient pas jugés, arrêtés, et que tous ceux qui auraient été
qu'on amnistie. D'accord. Voilà. Alfred, je ne Ça, crois c'est pas ce que- une seule... Je ne C'est crois ce pas une seule... que le M23 a posé préalablement. Maintenant, les délégations qui vont venir vont discuter de toutes ces questions. C'est pourquoi Alfred, je ce sont ne des crois pas une négociations. seule seconde que le M23 Non, ait posé voilà. Mais c'est quel l'objet hôtel des préalable. négociations, ça. Exactement. C'est l'objet des Voilà. négociations. Je C'est ne cela. crois pas. Je ne Alors crois pas ça maintenant, parce que ça voudrait dire que... par rapport aux revendications, aux fausses revendications dont Gracien Ce ne n'ose sont pas pas parler. des fausses revendications. En Ce fait, ne sont pas des fausses ce sont revendications. des fausses C'est- revendications. Non. Allez, tu sais quel est, Tu sais bien que c'est quel est le terrain qui pourcentage, détermine les négociations. Quel est le pourcentage de la population rwandophone de Goma et de Bukavu par rapport au reste de cette population-là? On ne parle pas seulement de Mais population si, rwandophone. bien sûr. Alfred, laissez Gracien répondre. Allez-y. Oui, Merci. les négociations, Mais le M23 défend les qui? négociations sont déterminées par le terrain. Il y a sur le terrain, bien sûr que tu tu ne peux pas racontes- demander à ce tu que le racontes M23 n'importe quoi. aujourd'hui fasse ce qui a été fait. Non, il y a on en te deux- dit, en on a 2012. posé sur... Non, les ça ne deux fait pas ce- délégations ont posé sur la table les données de la négociation. je crains C'est ce que tu téléspectateurs penses, aient c'est du ce mal à que tu vous suivre penses, un mais peu. c'est pas ça. Voilà. Bah, écoutez, on va conclure. Est-ce que vous pensez quand même que... Est-ce que vous pensez... Voilà, évidemment, vous n'êtes pas... Ce n'est pas de la divination, c'est juste... ce sont des hypothèses. Que cette négociation à Doha pourrait faire évoluer un tant soit peu la situation à l'est de la RDC. Pour ma part, oui, c'est-à-dire la dynamique est enclenchée. Mais on sait ce que sont les négociations. Ça prend toujours du temps Oui. et ça avance à petits pas. Ça dépend aussi de la bonne volonté des Exactement. acteurs en Alors, situation. tous les acteurs qui sont sur le terrain aujourd'hui, que ce soit du M23 FC, ils ont compris qu'il n'y aura pas de victoire militaire sur le terrain Oui. et tous les parrains sont dans cette logique-là. Bien. Donc, ils veulent effectivement arriver à des discussions, des négociations qui mettent un terme justement à la guerre à l'Est. Voilà. D'accord. Et ça se heurte à cette question, évidemment, de qu'est-ce qu'on met dans la balance, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on ne prend pas. Pour conclure allez, Oui, je Gracien. pense que les négociations vont aboutir, mais c'est pas compte tenu des conditions d'Alfred. Mais Je n'ai posé des aucune négociations- condition, Des hein. négociations, finalement. J'ai rappelé simplement ce qui a été c'est- posé sur la peut-être, table. oui, oui. Mais vraiment sur, bon, on peut avoir des surprises par rapport à ce qui va être décidé, parce qu'en fait, le bien sûr. Congo, Ah ben, il y aura la forcément RD Congo, il faut se dire que militairement sur le terrain, il y a la réalité des choses, et on sait Ça veut bien. dire quoi la réalité des choses? Bah, la réalité, on voit bien. Au Ben, Congo, c'est l'occupation d'une partie du terrain. Ah oui, c'est Non, mais que- dis les mots, c'est l'occupation d'une partie du territoire congolais. Oui, Exactement. par le M23. Donc, du coup, ben, le M23 c'est aura déjà- de quoi. Il faut dire de clairement quoi les négocier. choses. Est-ce que vous attendez dire que le rapport de force aujourd'hui profite davantage au M23 plutôt qu'à l'armée congolaise? C'est ce que vous voulez dire? Oui, bien sûr. Mais ça Bah, ça se voit. c'est connu. Non, mais C'est il faut- connu. il faut Il y a le dire. déjà l'armée burundaise qui est dedans. Et il y a aussi là, des militaires belges qui sont arrivés à Kindu, qui sont là. Et, mais oui, mais oui. Gracien vas voir dans les- raconte tu vas voir dans les n'importe journaux. quoi. C'est la conclusion. Il y a eu un démenti. On a l'occasion d'y arriver. Il y a eu un démenti, mais la ferme, réalité est là. démenti ferme on a de La la réalité Belgique. est là. Bon, ce dialogue prouve que la négociation n'est pas facile. Elle n'est pas facile et le conflit est en cours. Et évidemment, nous avons une pensée pour tous les habitants Voilà, de qui souffrent de ça. ces villes occupées, de ces régions occupées à l'est de la RDC. Une forte pensée pour eux parce qu'il y a, on comptait pas moins d'1,5 million déplacés Exact. depuis l'offensive du M23 sur Goma. Et évidemment, des centaines de milliers de personnes blessées ou en tout cas victimes de cette offensive. Je pense que c'est quand même là l'essentiel auquel il faut revenir. Autre sujet dans cette édition de Panel Hebdo, l'inquiétante polémique judiciaire en France. C'est l'affaire qui est au cœur du débat politique en France depuis quelques jours. La condamnation de Marine Le Pen, chef de file du Rassemblement national, à 4 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet électronique et 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. Marine Le Pen condamnée donc en même temps que 23 membres de son parti pour détournement de fonds d'un montant de près de 4 millions d'euros aux dépens de l'Union européenne. Celle que les médias présentent comme la favorite de la prochaine élection présidentielle en France dénonce quant à elle une violation de l'état de droit. Elle a d'ailleurs décidé de faire appel de sa condamnation tout en continuant de clamer son innocence. Alors, le maître Jean-Paul Benoît, alors le plus étonnant, quand on voit le climat général depuis l'annonce de cette condamnation,
c'est d'entendre depuis quelques jours les commentateurs insister davantage sur la question de l'inéligibilité de Marine Le Pen, plutôt qu'en occultant le délit quand même qui a été commis et qui a été condamné. Et cette manière, je dirais, de commenter une décision de justice est un peu, à tout le moins en tout cas, embarrassante. Bon, je vais essayer de faire un peu de pédagogie et de le faire calmement, en avocat et non pas en homme politique, puisque j'ai été dans un parti politique, le Parti radical de gauche, et au Parlement européen, constamment opposé au Front National et au Rassemblement National. Donc j'essaie d'être impartial, comme les juges doivent l'être d'ailleurs. Cette condamnation est effectivement un coup de tonnerre dans la vie politique française et bouscule les prévisions qui ont été faites sur les échéances présidentielles. Les prévisions. Les prévisions. Les sondages surtout. Les sondages. Oui. Les sondages sont les sondages. Oui. Donc en parlant, je vais penser à Montesquieu. Madame Le Pen aurait intérêt à y penser davantage. Et je vais commencer par une citation de Montesquieu que j'ai notée parce qu'elle est importante pour définir l'état de droit. Puisque ce qu'on met en cause, c'est l'état de droit, indirectement ou même directement. C'est elle qui met en cause l'état de droit. C'est elle qui met en cause l'état de droit et les gens qui l'entourent. Oui. Montesquieu écrit « Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » C'est ça l'état de droit. C'est un équilibre entre les pouvoirs et les fonctions. D'accord. L'état de droit ne doit pas être mis en cause parce que c'est un des fondements de la liberté et du fonctionnement paisible de la démocratie. Ça, c'est l'état de droit. Et quand il y a une décision de justice, on peut contester la décision de justice, mais on ne peut pas prendre ce prétexte de dire « je ne suis pas d'accord avec une décision de justice » pour mettre en cause l'état de droit. Donc je distingue l'état de droit de l'état du droit. On peut très bien, et je vais venir à votre question, on peut très bien, dans un état de droit, changer le droit, changer la loi. Si la loi qui a abouti à la condamnation de Mme Le Pen, et notamment à l'exécution provisoire, apparaît néfaste pour la démocratie, mauvaise, c'est au Parlement de voter une autre loi. Parce que je rappelle que dans l'état de droit, le peuple, qui est, comme disait le général de Gaulle, la Cour suprême, le peuple souverain, s'exprime par la voix de ses représentants. C'est la démocratie représentative. Donc quand les députés ou les sénateurs votent une loi, ils le font au nom du peuple français et les juges rendent la justice au nom du peuple français. Exactement. Les trois questions qui se posent, pour aller rapidement. Est-ce que les juges ont respecté la loi? Première question. Deuxième question, quelle est la gravité des faits? Et troisième question, quelles sont les perspectives? Alors, est-ce que les juges ont respecté la loi? Les juges ont respecté la loi. Les juges ont appliqué la loi, et c'est un tribunal collégial. Donc, ça n'est pas la présidente qui a décidé seule. Et en plus, l'instruction a été longue, ça a duré des années. Et d'ailleurs, le Front National a mis en œuvre un certain nombre de manœuvres dilatoires pendant cette procédure pour justement éviter que cette condamnation percute le calendrier, l'élection présidentielle. Donc les juges ont respecté la loi. La gravité des faits. La gravité des faits. Il y a deux ordres. Il y a la constatation que dans la gestion des fonds mis à la disposition des partis politiques au sein du Parlement européen, j'ai connu, pour payer des assistants. Moi, j'avais 2 assistants qui travaillaient pour moi, et un travaillait davantage pour le Parti socialiste, puisque j'étais apparenté au Parti socialiste, mais il travaillait sur des sujets européens. Et je connaissais mon assistant, je le voyais. Alors qu'un certain nombre de députés du Front National ont dit qu'ils n'avaient jamais vu leurs assistants. Ce qu'on reproche à Mme Le Pen, c'est d'avoir utilisé, d'abord à son père, qui était le fondateur, et ensuite elle, d'avoir utilisé des fonds européens destinés à payer des assistants qui devaient travailler à plein temps pour leurs députés et éventuellement pour le parti politique, qui avaient des fonctions sans aucun rapport avec le Parlement européen. Donc la gravité des faits était telle. Les juges ont parlé d'enrichissement, non pas personnel, mais d'enrichissement du parti. Les juges ont parlé d'enrichissement du parti, mais pas d'enrichissement personnel. C'est ça. C'est quand même important de le dire. Absolument. Et je vais venir à l'exécution provisoire.
J'ai fait l'effort de lire les décisions du juge. Dans leurs décisions concernant les fonds européens, je trouve qu'il y a une phrase qui pose problème. Les juges ont dit « Madame Le Pen a pratiqué les institutions européennes avec cynisme et est opposée aux institutions européennes. » Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux, mais j'estime que ce n'est pas un juge de dire quelle est la position d'un parti politique par rapport aux institutions européennes. Je pense que cette phrase est de trop et nourrit justement des controverses sur ce sujet. Ce qui n'enlève rien à la gravité des faits, comme vous aviez évoqué. Ce qui n'enlève rien à la gravité des faits, mais qui occulte un peu les choses et permet de dévier le débat. On en arrive à l'exécution provisoire. L'exécution provisoire, je rappelle d'ailleurs pour mémoire qu'au moment où l'affaire Cahuzac a eu lieu, puisque c'est après cette affaire qu'on a introduit cette notion nouvelle dans le droit, Madame Le Pen était pour l'interdiction à vie de l'éligibilité des hommes politiques qui auraient pu commettre des infractions pénales, notamment en matière de détournement de fonds. Donc, l'exécution provisoire, elle est dans la loi. Pour ma part, je suis hostile à cette disposition, car j'estime que toute décision de justice doit faire l'objet d'un appel. Et que dire qu'une décision de première instance ne peut pas faire l'objet sur un sujet aussi sensible que celui-là d'un appel revient à dire d'une certaine manière qu'il y a une espèce d'infaillibilité. Ceci étant, il y a plusieurs personnes à qui cette disposition a été appliquée depuis des années. D'accord, mais ce n'est pas une raison. Voilà. C'est pas une raison. Non, donc il n'y a pas d'infaillibilité des juges. Oui. J'en arrive maintenant. En conclusion, s'il vous plaît. En conclusion, quelles sont les possibilités de Mme Le Pen? Elle a fait appel déjà. Elle doit faire appel. Oui. Ce qui est fait. Elle a fait appel. Mais j'ajoute, elle peut aussi poser une question au Conseil constitutionnel pour... Elle va le faire. Puisqu'il n'y a pas de jurisprudence très établie sur ce sujet. Et j'ai noté une disposition récente du Conseil constitutionnel sur ces sujets qui indiquait ceci, je vais vous lire. Quand le juge a à se prononcer sur un sujet et demande une exécution provisoire, le Conseil constitutionnel dit « L'exécution provisoire n'est pas anticonstitutionnelle, elle ne doit pas avoir d'effet disproportionné sur les mandats en cours, soit sur la liberté de choix des électeurs. » Je veux dire que c'est les électeurs qui, en fin de compte, doivent dire s'ils veulent élire Mme Le Pen ou pas, même si Mme Le Pen est condamnée. Mais les électeurs ne se substituent pas à la justice. Le juge n'est pas gardien de la morale, le juge respecte la loi. Oui. Et je suis, pour ma part, et je le dis, ça peut... En conclusion, je suis, pour ma part, hostile à ce que les juges ne soient pas astreints à un devoir de réserve, comme le sont les militaires, qui n'ont pas le droit d'être syndiqués, car la justice... Mais vous n'êtes pas hostile aussi au fait que les acteurs politiques soient vertueux aussi également. Ah, ils doivent l'être. Voilà. Voilà. Donc... Alors, quand le Rassemblement national qualifie les juges, parle de dictature des juges, et considère que le jour de la condamnation de Marine Le Pen était un jour sombre pour la démocratie, est-ce que ce n'est pas finalement le procès qui est fait aux juges qui est dangereux pour la démocratie? Absolument, Francis. Il faut rappeler ce principe justement, d'une part, de séparation de pouvoir, et que la justice, c'est le troisième pilier de la démocratie et de la République. Maître Jean-Paul a rappelé que les juges rendent la justice au nom du peuple français, tout comme les législateurs votent les lois au nom du peuple français. Ça, c'est le principe. Deux, et justement, qu'est-ce qui détourne l'opinion de la réalité de la condamnation de la délinquance financière de Marine Le Pen et du Front National? C'est le fait que, justement, Marine Le Pen, dès le soir, sur une chaîne de télévision française, est allée, justement, clamer cette histoire d'exécution provisoire, de dire qu'on a exécuté publiquement. C'est pas une histoire, l'exécution provisoire. Comme si c'était essentiel. C'est ça, voilà. C'est quand même essentiel. Non, mais l'essentiel, c'est le délit. À la source, c'est un délit. Exactement. Il y a la délinquance financière. Oui. Et que donc, elle a focalisé l'attention sur ce point, et ses lieutenants ont repris cette même entière. Oui. Ce qui fait que
on a occulté la réalité des choses. Mais je dis ceci, dura lex sed lex. Ouais, on connaît le latin. In medio virtus stat. In medio stat virtus. Et la justice, On mettra les sous-titres. n'est-ce pas? La justice s'est tenue à ces deux préceptes-là. Et que donc, les hommes politiques doivent... En fait, en réalité, personne n'est au-dessus de la loi. Non, mais tous les... Personne n'est au-dessus on va de la avancer, loi. on va avancer. En Et tout que cas, les juges se trompent ou que, comme Oui, ce que attends, tu as... chaque En fois tout cas, qu'un Marine homme- Le Pen peut compter sur le soutien de certains leaders à travers le monde qui lui ont exprimé leur soutien. Parmi ces soutiens, on peut citer Donald Trump, Vladimir Poutine, l'ancien président du Brésil, Bolsonaro, Viktor Orban de Hongrie, des leaders européens d'extrême droite, sans oublier Elon Musk, qui a prédit que, je cite Elon Musk, il y aura un retour de bâton comme avec les attaques judiciaires menées contre le président Trump. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces soutiens qui proviennent de personnalités qui partagent quand même, plus ou moins en tout cas, le même profil idéologique? Non, quoi. mais tout ça nuit au Front National, ce soutien. Ah ben oui, c'est quand même intéressant. En tout cas. Oui, ben, bien sûr. Gracieux, rapidement, on va passer au troisième sujet. Oui, moi ce soutien, comme tu le dis, il est embarrassant. Mais moi, je reviens au point de l'inéligibilité avec exécution immédiate. Il y a un problème qui s'oppose, c'est la loi Sapin 2, qui a été votée en décembre 2016. L'infraction date de 2004. Elle a commencé en 2004. Elle a commencé. Elle a commencé en 2004 et s'arrête en 2016. C'est-à-dire que ça s'arrête avant le vote de cette loi. Ça, les juges de ça. Et la loi, il peut y avoir rétroactivité de la loi si elle avantage celui qui est accusé, l'accusé. Oui. Et donc, pour moi, il y a un problème au niveau de cette loi, au niveau de l'application de cette loi. Et on sent bien au niveau du jugement que on vise Marine Le Pen. Je ne soutiens pas du tout Marine Le Pen, mais je ne vois pas pourquoi il n'y a rien qui fait que les juges On devaient pas dire que la loi soit la appliquer- même pour tous et considérer qu'il y a des jugements particuliers. Enfin, Ça, c'est sûr que la loi est la Oui. même pour tous. Oui, mais- oui, Oui, mais elle ne peut pas Mais être rétroactive. On peut penser que la condamnation, même si moi je ne nie pas le délit pénal, je ne nie pas le détournement de fonds, je dis que les juges ont choisi la sévérité extrême. Quand Tout à un fait. juge rend une décision, il a la loi, il a une capacité en respectant la loi d'interpréter la loi, et il y a une espèce de hiérarchie des condamnations qui à peuvent fait. intervenir. Donc là, on a fait une condamnation très, très dure pour les détournements de fonds. Moi, je ne la conteste pas. Je pense qu'il y avait un système organisé pour utiliser les fonds européens. Mais j'estime que l'exécution provisoire, c'est-à-dire l'impossibilité, une condamnation immédiate qui s'applique immédiatement, n'est pas conforme pour moi. Alors, Et il y a- surtout, comment ils l'ont motivé. Il y a Comment le ils l'ont motivé. non, mais Il n'y a pas de trouble ceci à dit, l'ordre cela a public. été appliqué Il n'y a pas de pour récidive qui peut... plusieurs acteurs politiques, plusieurs personnalités politiques depuis des années. Pourquoi tout d'un coup, effectivement, parce qu'il s'agit de Marine Le Pen, vouloir changer la loi? À ce moment-là, je veux dire, on peut changer la loi, certes, mais il ne faut pas que la population ait le sentiment que cela se fait en fonction des intérêts particuliers, fussent-ils ceux de Marine d'ailleurs, Le Non, Pen. mais la présidente du tribunal elle-même a dit, je sais que ma décision va au-delà de cette chambre, de cette... C'est ça, de d'où le cette recours qui juridiction. arrive. Donc, il ne s'agit pas de changer Si la on loi. change la loi chaque fois qu'un Attends. acteur politique est en Non, il ne délicatesse. s'agit pas de changer la loi pour faire plaisir à Mme Le Pen, il s'agit de se poser... Ciotti a dit ça, hein, Oui, qu'il va oui, proposer. Il dit ce qu'il veut, Ciotti. Oui, il va proposer. Il s'agit de savoir si l'exécution immédiate est conforme à la conception qu'on peut avoir du droit dans une démocratie et la Elle l'est séparation parce des que pouvoirs. c'est Moi, dans la loi. Tu l'as dit, je suis Jean-Paul. contre, mais on peut être pour. Mais tu l'as dit, c'est est pour. conforme à la loi. Et j'estime que la politique de victimisation excessive que fait Marine Le Pen nuit finalement à son propre est-ce que parti. J'aurais été son avocat, je ne l'aurais pas défendu de la même Mais façon. qu'est-ce que tu aurais fait? Ah ben, Ça, c'est un autre sujet. C'est un autre dossier. Peut-être, on arrive bientôt au troisième sujet de cette émission. Nous allons parler de la Guinée-Conakry, cette suspecte grâce présidentielle qui a été accordée par le dirigeant de la junte au pouvoir à l'ancien président putschiste Moussa Dadis Camara, condamné fin juillet 2024 à 20 ans d'emprisonnement pour crimes contre l'humanité à l'issue du procès du grand stade de Conakry, le procès du massacre du 28 septembre 2009,
dans ce stade de Conakry, cette grâce présidentielle, accordée officiellement pour raisons médicales, et en tout cas contestée par une partie de l'opinion. Alors pour en parler avec nous, nous allons recevoir à présent quelqu'un qui nous vient de la Guinée, Karamo Nabé, coordonnateur en Europe du Rassemblement du peuple de Guinée. Le RPG, c'est l'ancien parti au pouvoir qui a été donc défait par un coup d'État en septembre 2021. Il va nous rejoindre tout de suite sur ce plateau. Karamo Nabé, pardon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le coordonnateur en Europe du Rassemblement du peuple de Guinée. Le RPG, c'est le parti du président Alpha Condé, renversé donc en septembre 2021 par la junte actuellement au pouvoir. En quelques mots, quelques secondes, comment va le RPG? Est-ce que ce parti est encore sur ses deux jambes? Oui, merci beaucoup, Monsieur Laloupo. Merci de cet honneur que vous nous faites à nos invitants ce soir-là dans l'émission. Le RPG, effectivement, se porte très bien, même oui. Si au niveau du pays, il y a beaucoup d'actions qui sont en train d'être entreprises pour faire en sorte que ce parti disparaisse afin de favoriser la candidature du général Mamadi. Mais pour le moment, le RPG se porte très bien. Le RPG se retrouve dans une situation qu'il a déjà connue pendant toutes ces années de lutte clandestine, notamment pendant la gouvernance du président Alpha Condé. Oui. Donc le RPG est en Guinée comme une religion. Il y a des militants. Comme une religion, vous oui, dites carrément. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Parti historique, certes, mais enfin... Oui, bon, le parti, il est Quand vous historique. dites une religion, c'est pas une secte quand même. Non, non, bon, c'est pour cela que j'ai dit comme une religion. Puisque Il y a l'UFDG aussi. Hein. Je sais, mais l'UFDG est récent, tout, et quand vous voyez toutes les années de lutte du RPG, le RPG est aujourd'hui considéré en Afrique pratiquement comme l'ANC. D'accord. Quel regard vous portez donc sur cette situation particulière? Il faut dire qu'actuellement, le climat est quand même dominé par toutes les interrogations sur la suite de la transition. Il y a quelques jours, donc, il y a ce communiqué de la présidence qui indique que l'État allait prendre en charge les indemnisations des victimes de ce massacre du 28 septembre 2009. Et juste après donc, cette annonce, il y a cette grâce présidentielle qui a été accordée à Moussa Dadis Camara, qui est en prison depuis 3 ans maintenant, mais qui a été condamné il y a 1 an, en juillet 2024. Une grâce qui est fortement contestée donc, par une partie de l'opinion. D'ailleurs, la Fédération internationale des droits humains, qui a été très impliquée dans ce procès, estime que cette mesure est un affront à la justice et à la mémoire des victimes du massacre du 28 septembre 2009. Est-ce que vous partagez cette opinion? Oui, bon, vous savez, il y a eu assez de commentaires sur ce sujet. Il n'y a pas que la FIDH qui a condamné la décision. Oui. Il y a eu aussi l'ONU, il y a eu des acteurs politiques. Ce n'est pas la décision en tant que telle qui a été condamnée. Bon, je ne suis pas juriste, maître Jean-Paul est là, certainement il pourra aller un peu plus en détail. Mais ce que je sais, c'est que l'article 170 du Code pénal guinéen est assez clair sur la grâce présidentielle. À partir du moment où une condamnation n'est pas définitive, on ne peut pas faire de grâce. Oui, parce qu'il y a un appel. Encore. Voilà, il y a un appel qui a été fait non seulement par Dadis, mais par d'autres, comment dirais-je, prévenus aussi. Cette procédure-là est en cours. Bon, malheureusement, la Guinée est devenue une farce sur tous les plans, une farce politique, une farce financière et une farce sociale. Une farce financière, c'est... Une farce financière, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de scandales, en tout cas, qui continuent encore à éclater. C'est pour cela, d'ailleurs, que la Guinée a du mal à partir avec le FMI, parce que justement, le FMI est en train de mettre la pression sur le gouvernement guinéen pour justifier un montant assez astronomique d'1 milliard de dollars dont l'utilisation n'a pas encore été justifiée. Et donc la Guinée essaye d'avoir des prêts au niveau du FMI, mais le FMI demande justement à ce que ce montant-là soit justifié. Quand vous vous souvenez déjà qu'il y a eu des emprunts obligataires qui avaient été demandés aux banques primaires par la Banque centrale il y a de cela une année, et quand vous pensez aujourd'hui à tous les scandales financiers qui éclatent, notamment aux impôts, à la douane, à la Société nationale du pétrole, donc la Guinée, sur ce plan-là, aujourd'hui, est devenue plus qu'une farce. Quel est le bilan de cette transition, finalement? Parce que vous vous souvenez, même si, évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous, au moment du coup d'État, les militaires avaient été plutôt applaudis par une foule qui était épuisée par toutes ces années de crise à répétition. Et puis voilà, donc la transition devait se terminer fin décembre 2024. On y est encore avec un calendrier qui reste incertain. Mais quel regard vous portez-vous globalement sur cette période de transition?
Bon, vous savez, le coup d'État a été applaudi par une partie, pas par toute la population, comme tous les coups d'État, malheureusement. Une partie de la population. Voilà. Donc, malheureusement, comme tout. Une partie notable. Une partie notable. Non, il faut être assez précis. Une partie notable de la population. Une partie de Conakry, disons ça comme ça. Parce que moi, je connais très bien l'intérieur du pays. La Guinée a une population d'environ 12 millions d'habitants et je suis convaincu qu'il y a au moins 11 millions qui ne l'ont pas applaudi. Parce que la Guinée a un peu, comment dirais-je, l'historique des coups d'État. La Guinée sait quand Lansana Conté a fait son coup d'État en 1984 ce qui s'est passé. La Guinée sait quand Dadis a fait son coup d'État en 2008 ce qui s'est passé. Donc tous les Guinéens réfléchis n'ont pas applaudi. Même si la situation en notre temps, je ne peux pas dire qu'elle était optimale. Il y a peut-être quelques petites erreurs qui se sont passées. Et quand le général... parle de graves erreurs. Oui, bon, je lui accorde le bénéfice du doute. Ils ne connaissent pas certainement assez bien la Guinée. Mais ce que je sais... C'est un observateur très averti. D'accord, ok. Ce que je sais, c'est que bon, le 5 septembre, le président Doumbouya avait promis, entre guillemets, de faire l'amour à la Guinée. Il avait dit qu'il n'y aurait aucun Guinéen qui serait mort. Il avait promis de lutter contre la corruption. Il avait dit que la justice serait la boussole de la transition. Donc toutes les promesses qui avaient été tenues en ce moment sont en train d'être bafouées aujourd'hui. Nous, particulièrement, nous n'avons jamais cru en ces promesses. Ceux qui avaient cru en ces promesses en ce moment, qui avaient applaudi. Vous étiez victime du coup d'État. Oui, mais au-delà d'être victime, c'est parce qu'on connaissait le personnage aussi. On connaissait aussi l'entourage. On connaissait les raisons du coup d'État. Il n'y a pas eu coup d'État parce qu'il y avait grogne social. Il y a eu coup d'État parce qu'il y avait les lobbies qui étaient derrière, qui avaient des intérêts particuliers, qui étaient défendus par celui qui a fait le coup d'État. C'est pour cela qu'on était assez méfiants en ce moment. Donc aujourd'hui, la corruption, comme je le disais tout à l'heure, est devenue endémique. La justice s'est transformée en injustice. Aujourd'hui, la République de Guinée, c'est plutôt l'injustice qui est la boussole de la transition. La dernière preuve dont on venait de parler tout à l'heure, c'est cette grâce-là qui a été accordée dans des conditions complètement injustes parce que celui qui est à la tête du pouvoir se prend lui-même pour le justicier. Il n'y a plus de justice pour ce pays. Il y a des gens qui périssent en prison depuis avril 2022 sans aucun jugement. Il y a des gens qui ont été condamnés, comment dirais-je, sans qu'ils n'apparaissent. Par exemple, c'est le cas de l'ancien Premier ministre Kassouri Doumbouya, qui est aujourd'hui alité, et on gracie Dadis pour des raisons médicales, alors qu'il y a Kassouri qui est malade depuis toutes ces années, il y a l'ancien président de l'Assemblée nationale, Damaro, qui est malade pendant toutes ces années. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont, comment dirais-je, dans cette situation. La grâce, si elle avait été générale, à la limite, pour tous les acteurs, en tout cas, qui sont considérés avoir commis, comment dirais-je, ces différents actes dans le cadre d'une réconciliation nationale, on l'aurait certainement compris. Mais aujourd'hui, la grâce, elle a été accordée pour un but unique, faire en sorte que la candidature du Mamadi Doumbouya soit promis. Pourquoi? Parce que quand il y a eu justement ces manœuvres-là qui ont été entreprises, vous vous souvenez des massacres qui se sont passés au stade, comment dirais-je, de Zérékouré, où il y a eu... On en a parlé dans cette On en a parlé ici. Voilà. Donc en ce moment, quand le général Doumbouya avait demandé le soutien de la Guinée forestière, les seules conditions qu'on lui avait proposées, c'était libérer les fils de la Guinée forestière. Donc aujourd'hui... Et vous pensez donc qu'il y a des motifs politiques derrière cette grâce présidentielle? Bien sûr, ce n'est même pas parce que je le pense, c'est ça la réalité et tout le monde le comprend. Aujourd'hui, malheureusement, la grâce là est accordée pour avoir le soutien de la Guinée forestière pour pouvoir soutenir la candidature du général Mamadi Doumbouya. Mais nous pensons en tout cas que les gens de la Guinée forestière sont des gens assez mûris, qui n'ont pas oublié encore les différentes morts qu'il y a eu au stade de Zérékouré. Alors, évidemment, il y a un certain nombre de Guinéens qui partagent cette idée selon laquelle il y aurait des motifs politiques derrière cette grâce présidentielle. Je vais vous en citer. Je vais vous citer Maître Drissa Traoré, qui est secrétaire général de la FIDH et avocat, membre du collectif représentant les partis civils. À ce procès du massacre de 2009. Il a déclaré ceci, je cite, cette grâce envoie un signal désastreux démontrant un mépris pour les principes fondamentaux de justice, de responsabilité et de lutte contre l'impunité, la mémoire des victimes, le respect des droits humains et l'exigence de vérité ne peuvent être sacrifiés sur l'autel de considérations politiques. Donc il considère évidemment qu'il y aurait des arrière-pensées, plus que des arrière-pensées d'ailleurs, des calculs politiques derrière cette grâce présidentielle. Alfred? Alors, avant de répondre à la question, Francis, évidemment,
Le général Doumbouya, là, il a commis une faute en libérant Moussa Dadis Camara. On sait les victimes de ces violences du stade en 2009. Il y en a qui portent encore les marques aujourd'hui, qui n'ont pas fait leur deuil comme il se doit. Et donc là, c'est une erreur qui est calcul politique. C'est tout à fait possible de la part de Mamadi. C'est contraire au droit. Exactement. C'est contraire au droit. Contraire au droit, en tout cas. C'est l'article 593 du Code pénal et c'est contraire au droit. Exactement. Donc, la junte passe son temps à ignorer le droit. Exactement. Alors, mais ce que je voulais dire en préambule, c'est que... Pas de préambule, c'est la fin de l'émission. C'est que notre... Oui, c'est la fin de Non, mais parce que le tableau que a dressé notre invité, le tableau qu'il a dressé sur tout ce qui s'est passé depuis que Mamadi Doumbouya est au pouvoir est vrai. Simplement, Mamadi Doumbouya ne serait pas arrivé au pouvoir si les dernières années du professeur Alpha Condé avaient été dignes de son rang de président de Guinée. Donc on va pas refaire l'histoire. On va rester dans le sujet. Et il y a eu des morts. Permettez de vous dire à M. Alfred il y a eu aussi des morts. Il se trompe complètement parce qu'il n'y a pas de comparaison possible entre la gestion du général Mamadi Doumbouya et ce qui se passe actuellement en République de Guinée. Avec les disparitions forcées, avec la disparition des médias, avec la violation flagrante des libertés publiques. Est-ce qu'il n'y a pas eu de morts lors des dernières années du pouvoir? Pendant toutes les gouvernances, comment dire. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que... Non, c'est pour cela tout à l'heure je disais en préambule que notre gestion n'a pas été aussi idéale que ça. On a commis des erreurs, comme tous les autres présidents qui sont passés. Voilà. Mais aujourd'hui, comparer la gestion du professeur Alpha Condé et celle de Mamadi Doumbouya, je pense qu'il n'y a pas de comparaison possible. Aujourd'hui, il y a des pères de famille qui disparaissent sans que les parents ne sachent ce qui se passe en République de Guinée. Aujourd'hui, le droit est ignoré. La démocratie est ignorée en République de Guinée. Donc, il n'y a aucune comparaison possible. Moi, je dis tout. Voilà, moi, je vous propose de revenir dans cette émission prochainement pour qu'on fasse évidemment une session plus large sur la Guinée, un point général sur la transition. D'accord, ce sera avec grand plaisir et j'aurai l'honneur. C'est la fin de cette émission. Maître, peut-être en quelques secondes. Je dis toujours Gratien, je suis désolé. Je dis toujours la même chose. Vous êtes là toutes les semaines, donc ça va. Je dis toujours la même chose sur les coups d'État militaires. Non seulement il ne règle pas les situations, il les aggrave. Absolument. C'est le cas en Guinée. Vous avez 2 secondes encore. Oui, en fait, l'autre raison de la libération, pour moi, c'est parce qu'en fait, c'est un militaire, il va se présenter aux élections. Imaginons qu'il va tricher les élections. Les militaires et les policiers savent bien que les autres qui ont fait des violences ont été condamnés, mais cette fois-ci, ils sont libérés. C'est-à-dire qu'ils peuvent être au service en se disant, finalement, on aura la grâce ou on sera amnistié. C'est pour cette raison, s'il ne se présentait pas, à mon avis, il n'aurait pas libéré. Gracieux. Karamonabe, merci d'être venu. Merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes coordonnateur en Europe du Rassemblement du peuple de Guinée, le RPG. Merci. Grand parti, parti historique de Guinée qu'on a créé. Maître Jean-Paul Benoît, merci d'être venu. Merci. Gratien, merci. Vous êtes Merci, ici comme chez vous, bien entendu. Et Alfred Changolokoro. Merci beaucoup. Je dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci. C'est la fin de cette émission qui a été réalisée par Moustapha Kanté avec Romain Clicquot de Menk. Merci à eux. Rendez-vous la semaine prochaine donc pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. Prenez grand soin de vous. À très vite.